Donc, du coup, on est... Nous avons des problèmes techniques. Et donc, on continue comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire en fait? C'est bon? Ok. Donc bon, on revient sur l'espace d'où on est parti tout à l'heure. Donc là, c'est la suite de l'espace Convi, où, bon bah là, vous avez c'est un espace qui peut être configuré de différentes façons. Donc là, vous voyez la configuration d'aujourd'hui qui est en mode conférence. Alors conférence à distance avec donc un setup particulier. Vous pouvez aussi imaginer cet espace-là en mode conférence plus classique, avec un conférencier au fond de la salle, avec un écran qui se déroule contre le mur et où on peut projeter les slides. Et voilà, et un public, lorsqu'on peut accueillir du public, avec un public autour, et voilà, et une régie donc qui permet de capter tout ça et de le rediffuser sur YouTube ou sur Twitch, comme on le fait aujourd'hui. Alors si on avance un peu de ce côté-ci, je vais peut-être un peu ouvrir la porte. Voilà, ici on a 3 box en fait. Donc ce premier box là, alors là l'idée c'est d'accueillir d'autres structures. Alors on ne va pas se le cacher, hein, c'est aussi un moyen pour l'Electrolab d'avoir des revenus complémentaires, ces box sont louées. Et donc là, on a 3 occupants qui montrent bien la diversité. Ici, on a, vous en avez entendu parler aujourd'hui, Fédération Open Space Makers, qui est présent ici. Donc c'est le siège de l'association, mais c'est aussi là où des membres de cette association viennent faire des projets et donc bénéficient de toutes les zones qu'on va pouvoir voir après. Ici, on a un deuxième box où on a une start-up. C'est Yannick qui est un membre de l'Electrolab qui a monté sa boîte et il bosse beaucoup enfin il a besoin de beaucoup d'électronique dans ses activités qui sont beaucoup tournées vers les ondes. Et donc voilà, de la même façon, alors il a son propre matériel ici dans son box, mais il a aussi accès à tout le matériel qu'on a dans l'Electrolab et aussi toute la communauté qui est autour, avec qui il peut échanger et mener ses projets. On ne va pas aller jusqu'au bout là-bas, mais le dernier box est loué par Lauriane qui fait de la poterie. Et c'est la première fois d'ailleurs, elle est là depuis l'année dernière. C'est la première fois qu'on a un artisan à l'Electrolab et voilà, ça nous fait bien plaisir. Je vous propose, voilà, on va retourner. Ah, faut faire comme ça, pardon. Voilà. On va retourner, on va aller voir la salle de formation maintenant qui est au bout. Oui, c'est ça. Après, oui, je trouve qu'après, il y a des. On s'aperçoit qu'il y a des choses. Voilà, une salle de formation, la première salle de formation d'Electrolab. Voilà, et on voit, on a des personnes de tout jeune âge, c'est la relève qui est déjà présente à l'Electrolab. Donc les formations ici, le principe de base, c'est les membres qui forment les autres membres. Donc la structure en elle-même, pour l'instant, jusqu'à maintenant, n'a pas eu vocation à devenir un organisme de formation et de proposer des formations. On s'est quand même mis à le faire du côté de l'impression 3D et de la découpe laser, parce que ce sont 2 outils qui sont extrêmement utilisés et où, avec tous les nouveaux qui arrivent, il y avait un besoin de récurrence important. Et quand on parle de récurrence, bon, ça marche avec certaines limites du côté des bénévoles. Là, on a fait le choix d'avoir un salarié qui dispense ces formations-là pour qu'on les ait de façon régulière et pérenne. Donc mais sinon, le principe global, c'est que les formations sont faites par les membres, entre les membres, et l'Electrolab, en fait, réunit les moyens pour que ça se passe le mieux possible, par exemple au travers de cette salle-là. Donc cette salle, elle est donc dans l'espace qui accueille tous les publics. Il n'y a pas besoin d'être membre pour venir ici. Pourquoi? Parce que les formations, on les envisage. Alors tant qu'il n'y a pas besoin d'accéder à des ateliers, où là, par contre, il faut être membre pour des questions de sécurité et d'assurance pour pouvoir y accéder. Mais sinon, dans l'idée, toutes les formations qui n'ont pas besoin de cet atelier, on veut qu'elles soient accessibles à tout le monde.
et que des non-membres puissent aussi venir en profiter. Donc c'est le cas quand on dispense des formations ici. Et le dernier exemple, ça a été alors c'est des formations, des workshops. Un bon exemple, c'est un membre avait avait proposé que plusieurs personnes, des gens intéressés, suivent ensemble un MOOC de mémoire, je crois que c'était sur France Université Numérique, C'est ça. et sur le logiciel FreeCAD. Voilà. C'est un exemple de ce qui peut se faire ici. On va rentrer maintenant dans les zones réservées aux membres, et en commençant par la zone projet. Donc voilà, projet, c'est une zone assez centrale ici. Elle est vraiment même très au centre du lab. L'idée, c'est que quand les membres arrivent à l'Electrolab, ils puissent se poser avec leur PC portable, leur projet et tout, sur les tables ici. Alors bon, je ne l'ai pas dit, mais on est beaucoup en travaux à l'heure actuelle, donc c'est pas, la configuration a été remaniée et pas finale encore, mais voilà. Les membres viennent se poser ici et ensuite ils vont pouvoir accéder aux différentes zones d'activité. Et plus on va s'éloigner de ce point central, plus on va aller vers des domaines très spécifiques ou moins utilisés. Et donc voilà, le lab est pensé de cette façon-là. Alors on a un bon exemple aujourd'hui de membres qui profitent de tout ça. Donc c'est là, on a une équipe de robotique, l'équipe Goldorak, donc qui travaille sur ces robots. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais si ce n'est pas le cas, je vais le rappeler rapidement. Il y a tous les ans en France, il y a une coupe de France de robotique, et d'ailleurs aussi la Coupe d'Europe très souvent. Donc tout ça est organisé par Planète Science. Donc il y a si je ne dis pas de bêtises, on est en centaines d'équipes qui se retrouvent une fois par an pendant 5 jours pour 150 équipes. Ouais, à peu près 150 équipes qui se retrouvent autour d'un challenge qui change tous les ans, donc toujours avec cette même aire de jeu, mais avec des règles qui changent, et voilà, et des robots alors ils se battent pas entre eux, ils ont des missions à accomplir pour gagner des points, et ils sont en mode autonome. Et donc voilà, et donc les équipes travaillent toute l'année pour ces 5 jours de compétition, et on a la chance d'avoir ici à l'Electrolab une équipe à résidence. Là, je sers bien mon oeil. Une fois que je fini ça, je peux le faire dans ma gorge et je fais seul. Donc, voilà, on va aller maintenant de ce côté-ci. Alors, ici, on arrive au chaque radio d'Electrolab. Ah bah François, t'es là. Ah bah très bien, tu vas pouvoir, je pense, mieux expliquer que moi de quoi il en retourne. Donc ici dans le Chac Radio, on a réaménagé la zone. Ceux qui avaient déjà visité l'année dernière ont vu que les anciennes installations étaient situées sur l'autre mur. Donc depuis, on a fait le cloisonnement ici avec les autres zones ELEC, et on a réaménagé ici toute la zone pour pouvoir réinstaller une baie un peu plus grande qui intègre tout le matériel et installer un poste de travail un peu plus grand. Donc aujourd'hui, on a la station Sol qui fait le suivi du VSQ-SAT pour attendre les prochains passages. On a un PC qui décode, qui fait la réception Q-au-sens, et par là qu'on a reçu Christian pour les conférences et qu'on a renvoyé le signal vers la régie. Et puis bien sûr, on a un poste pour faire quelques QSO. Donc voilà, et on a réintégré tout notre matériel dans la baie. On en reparlera un petit peu plus demain. Oui, c'est ça, il y a une conférence de ta part prévue demain pour expliquer tout ça plus en détail encore. Élie, je vais profiter de ta présence. Est-ce que ça te dit aussi de nous présenter les zones ELEC? Ok, on va voir. Tant que je passe là, une jolie photo de l'antenne qu'on a sur le toit qui permet antenne télescopique et orientable. Ça, je pense que on en parlera plus précisément demain. Alors avant d'attaquer la partie ELEC, là on a l'espace couture de l'Electrolab. Donc en fait, alors qui squatte entre guillemets la zone ELEC parce qu'on manquait de place. Mais voilà, l'idée à l'Electrolab, c'est que bon, il y avait un certain nombre d'activités prévues dès le départ quand le projet a été lancé il y a 10 ans. Il y avait plein d'envies évidemment.
Maintenant, le lab, c'est un hackerspace et en fait, c'est un lieu qui se fait par les membres en fait et par leurs activités. Et donc voilà, typiquement, ça c'est un bon exemple. Il n'y avait pas de zone couture au départ et on a deux membres qui ont dit on aimerait bien lancer cette activité au lab. Il n'y avait pas encore la place. Donc on leur a dit bah, écoutez, on vous fait de la place ici, installez-vous. Et c'est comme ça que la zone couture est arrivée. Donc c'est vraiment par les membres que tout ça se développe et se complète au fur et à mesure. Et là, on a aussi quelque chose, je trouve, assez intéressant. Ça, c'est un bon exemple de... Ça illustre aussi, je trouve, bien la logique de hackerspace et des histoires de détournement, en fait. Parce qu'on se réapproprie les sciences et les techniques, on ouvre toutes les machines, tout ce qui nous tombe sous la main. Et typiquement, c'est pour réparer, pour apprendre, mais c'est aussi pour faire des détournements. Et donc là, ça, c'est un bon exemple. Là, c'est un kit de brodeuse numérique fait maison. Et donc, l'idée, c'est qu'on détourne une machine à coudre qui n'est pas une fonction de brodeuse au départ. Ben, on vient lui ajouter un kit qui permet de la transformer en brodeuse numérique. Et donc, ben, on dessine sur Inkscape, par exemple, les schémas, enfin, les dessins qu'on veut faire, et ensuite on envoie les instructions à la machine qui va les reproduire. Et donc on a des exemples ici de réalisation. Ouais, tout ce qui est sur ce tableau a été réalisé par les différentes versions de prototypes de ceci, qui est là le prototype le plus avancé qu'on ait. Alors, il y a un site internet où tout est expliqué, il y a tout l'historique, c'est assez amusant. Donc c'est open. Est-ce qu'on va le voir sur l'écran? C'est openembroidery.com. Voilà. Vincent, tu as le bonjour d'un certain Almi Suifre qui dit t'avoir rencontré il y a quelques années maintenant. Bien le bonjour. Je te laisse la parole du coup, François. Donc dans le coup, le reste de la zone, on l'appelle les lacs bidouilles, puisqu'ici on retrouve deux paillasses. Et effectivement, on manque un peu de place sur ces paillasses-là, donc l'intérêt, ça va être dans l'espace supplémentaire, c'est de pouvoir en ajouter. Ces paillasses-là, sont dit bidouilles parce qu'on va retrouver dessus une alimentation, un multimètre de table, un oscilloscope, un fer à souder, et en principe pas d'autres matériels qui suffit largement à la base de quasiment 80-90% des montages qu'on veut faire. Donc on est limité aujourd'hui à 2 paillasses et c'est pas assez pour le nombre de membres régulièrement. Donc si on a besoin, on tape dans le stock de matériel électrique ici où on a des alimentations supplémentaires, charge active, tout un tas de choses qui permettent de dépatouiller quand on a besoin de plus de matériel. Mais les paillasses restent volontairement de base relativement sobres pour ne pas être encombrées et qu'on puisse travailler. Donc on a un petit peu de stock de composants, bobines, en traversant, des vis, ce genre de choses dans le passage vers des zones suivantes. Donc ça nous permet de pouvoir trouver des petites bricoles quand on a besoin de se dépanner pour différents éléments. Et ici on se retrouve dans la zone PCB où on est plutôt donc dans la partie proto où on réalise la soudure. Donc une table d'assemblage avec plusieurs fers, station à air chaud, loupe binoculaire et tout ce qu'il faut pour arriver à travailler correctement sur de la soudure de PCB. Et pour des choses un peu plus, on va dire, complexes avec des CMS, on a une pick and place assistance manuelle qu'on va coupler avec un microscope et avec un écran un petit peu plus grand pour vraiment voir ce qu'on arrive à faire. Et de là, les cartes, une fois assemblées, peuvent passer au four de refusion qu'on a derrière, qui nous permet de faire donc la soudure des cartes dans le fût. On a aussi de quoi réaliser les PCB dans la petite zone derrière et pour pouvoir les graver. La graveuse étant en panne, on vous la montrera plus. Et voilà. Et on arrive ici dans la zone dite élec avancée, où cette zone-là est encore un petit peu aménagée. On va y retrouver tout ce qui est paillasse RF et donc le matériel radio, des aménagements pour de l'électrotechnique et tout ce qui va être courant fort et haute tension. Tout ce qui sera en fait pas en accès complètement libre, justement, soit pour des questions de protection du matériel, particulièrement le matériel RF,
soit la protection des gens parce qu'on est dans des domaines un peu plus dangereux et courant fort et ce genre de choses qui vont s'installer ici dans une zone où on aura beaucoup moins de risques pour tout le monde. Voilà. Ouais, On va arrêter là la visite. On va Pour pas aller, ceux ouais. qui savent, on a un peu de stock derrière, plus toute notre salle serveur, mais voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Et une d'accès. petite chambre noire pour faire du tirage de circuit imprimé ou de la photo. Voilà. Bon, pareil, c'est une chambre noire, on va pas vous la montrer. Hein, c'est une chambre fermée sans fenêtre. Vous vous doutez de ce que c'est, je pense. Voilà, et pour la petite histoire, en fait, là, on se trouve vraiment au cœur de ce qu'on avait appelé la V1, enfin l'Electrolab V1. Au départ, il n'y avait que ces 150 mètres carrés pour l'Electrolab. L'entrée était de ce côté-là. Là, il faut imaginer qu'on avait une grande table ovale où on se réunissait tous. La chambre noire ici, en fait, c'était une cuisine, parce que oui, dès le début, on a fait des repas, parce que voilà, c'est des moments conviviaux importants pour nous et pour le partage. Et voilà, tout a commencé ici, et au fond là-bas, on avait une zone, dès le début, on avait une zone méca qui était de ce côté-là, et qu'on va voir transformer un peu plus loin là-bas. Et d'ailleurs, je vous propose de retourner de l'autre côté. Et on va voir les travaux en cours et les aménagements de nouvelles zones qui ont lieu à l'heure actuelle. On est en train de le chiffrer et j'ai interrompu le process, mais du coup j'ai bossé le disque. Voilà, on a coutume de dire, l'Electrolab fait 1500 m², mais en vrai, les 1500 m², on continue petit à petit à les coloniser. Et ce depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2014, où on a commencé l'agrandissement. Et donc voilà, on est en train cette année d'arriver au bout réellement de l'utilisation de toutes les zones. Et on a de nouvelles zones qui arrivent. Alors, une réelle zone d'activité ici, donc qui va être la zone art graphique et couture. Donc la couture va enfin avoir une présence pour elle, et avec les arts graphiques, voilà, avec des traceurs, vinyl cutter et autres machines comme ça. Traceur ici. Et là, donc, il faut imaginer, il y aura un autre mur ici qui va séparer, et derrière, on a une deuxième salle de formation qui arrive. Parce qu'une seule salle ne suffit pas, parce que bon, ça sert aux formations, ça sert aux réunions, pour les gens qui s'occupent d'administrer le lab, mais aussi pour les membres entreprises qui viennent à l'Electrolab, qui peuvent recevoir des partenaires, qui peuvent s'isoler pour passer un coup de fil ou des choses comme ça. Il y a ce besoin-là. Alors tiens, ça me fait penser, on n'a pas parlé de la cotisation à l'Electrolab. Donc c'est pour les particuliers, la cotisation elle est de 20 € par mois. Et il y a le parti pris aussi que l'argent ne doit pas être un frein pour l'accès aux connaissances. Donc dès que quelqu'un ne peut pas payer 20 €, on lui pose tout simplement la question de qu'est-ce qui est possible dans son budget. Et puis ça devient la cotisation. Et puis on fait confiance aux gens pour que voilà, quand ça va un peu mieux et qu'ils peuvent retendre vers la cotise normale entre guillemets de 20 €, qu'ils le fassent, et ils le font habituellement. Les entreprises, alors les gens qui viennent dans le cadre même plus largement de projets économiques, la cotisation, elle est à 60 € par mois. Donc pour des gens qui sont auto-entrepreneurs ou des salariés d'entreprise ou des choses comme ça. Et justement, quand il y a une entreprise derrière, il y a aussi une cotisation personne morale de 60 € aussi pour l'entreprise. Sachant que c'est... donc les 20 € sont sponsorisés évidemment, c'est-à-dire que l'Electrolab doit trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir garder cette cotisation à 20 €. 60 € pour les entreprises, c'est même plus à l'équilibre en fait aujourd'hui, on y perd un petit peu, peut-être qu'on va devoir augmenter cette cotise-là dans les temps à venir. En gros, les calculs qu'on fait, c'est qu'avec l'infrastructure, les services qu'on a aujourd'hui et le budget que ça représente, il faudrait que... Voilà, on va dire que l'accès au lab, c'est plus de 100 € par mois si ça ne devait être financé que par des cotisations, ce qui est évidemment pas possible. Et donc on a d'autres sources de revenus comme le bar, les box dont j'ai parlé tout à l'heure, un partenariat par exemple avec une école d'ingénieurs aussi qui envoie des étudiants pour faire des projets ici et découvrir une autre façon de travailler, voilà, et diverses activités de cet ordre-là. Alors il y a une question sur dans quelle ville sommes-nous? Eh bien nous sommes à Nanterre. Ouais, on est à Nanterre, on est au 52 rue Paul Lescoq à Nanterre. Donc en région parisienne, on est à
pour ceux qui viennent en transport en commun, c'est Nanterville, et ensuite il y a 10 minutes de marche à pied pour rejoindre l'Electrolab. Alors voilà, maintenant on arrive du côté Mecha, donc avec une première zone qu'on appelle Mecha Light, qui est un atelier somme toute assez classique où vous allez pouvoir retrouver, voilà, tous les outils habituels pour pouvoir bricoler, voilà, du bois, des métaux, un peu de tout en fait. Alors avec une particularité quand même qu'il n'y a pas partout, c'est que voilà, par exemple là-bas on a une charlie dessus, donc une CNC qui permet de faire plein de choses en fait, qui permet de travailler le bois, le plexi, l'aluminium aussi je pense. Ah bah, depuis qu'ils ont changé les moteurs et qu'ils ont mis des vrais servomoteurs et qu'elle est en boucle fermée, ils font même l'usinage acier sans problème. En fait. D'accord. Ben voilà. C'est une machine qui a été très très fortement modifiée pour pouvoir en augmenter les performances. Et aussi pour la rendre maintenable en utilisant un peu plus du logiciel open source que ce qui était proposé d'origine. C'est ça. Ouais, c'était une récup ça aussi. Je ne l'ai pas dit, mais il faut imaginer en fait que ce lieu au départ était un lieu complètement insalubre de stockage et que tout ce que vous êtes en train de voir là, avec des murs, donc ça a été reconfiguré avec de la peinture partout, de l'élec, du chauffage, des câbles réseau, etc. Tout ça a été fait par les membres en fait. Et avec très peu d'achats, avec énormément de récup. C'est cette façon-là, quand on n'a pas d'argent et quand on a peu de moyens, bah, on fait avec ce qu'on a. Et puis bah, c'est aussi une bonne façon d'apprendre aussi de faire par soi-même. Voilà, on peut avancer de ce côté-là. Ici, on a du stockage. Là, c'est tout l'électroportatif disponible au lab. Bah, typiquement, voilà, l'idée au travers de ça, c'est de... Alors, on s'en sert évidemment pour nous, pour nos travaux. Les membres s'en servent aussi pour leurs projets. Mais dans l'idée, il y a des appareils qui nous appartiennent, mais il y a aussi des membres qui mettent à disposition leur équipement. Et donc, il y a une logique qui est vraiment, je trouve, intéressante. C'est on n'est pas obligé d'avoir tous chacun chez soi tout ce matériel. Il suffit d'être membre de l'Electrolab pour avoir accès à tout ça. Sur place, mais aussi il y a des possibilités d'emprunt. Si j'ai un bricolage à faire à la maison, bah, je peux emprunter le matériel et le ramener plus tard. Et tout ça gratuitement, en faisant attention au dit matériel. Voilà, alors comme on l'a vu un petit peu en zone élec, il y a plusieurs endroits du lab où par de la récup ou par de l'achat par le lab, par exemple sur de la visserie ne coûte pas très cher. C'est le lab qui achète et qui fait en sorte d'avoir du stock de visserie ou autre. Voilà, on a des stocks de un peu tout partout parce que l'idée c'est que quand quelqu'un arrive à l'Electrolab et veut se lancer dans un projet, on essaie qu'il ait tout ce qu'il lui faut sous la main, qu'il n'ait pas besoin forcément de passer des commandes à droite à gauche et qu'il puisse se lancer tout de suite et commencer à bricoler quelque chose et se lancer. Et donc on a même une partie shop avec des Arduino, avec différents composants pour que les gens puissent bricoler assez immédiatement. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout là-bas, mais rapidement, voilà, là on a un stockage membre, parce que donc, dans l'idée, l'espace est quand même restreint en fait, au final. Et puis si chacun pouvait, si tout le monde laissait ses projets partout, ce serait encore plus le bazar qu'aujourd'hui. Donc voilà, les membres viennent avec leurs projets et repartent avec leurs projets, sauf s'ils ne peuvent pas le faire. Si par exemple ils viennent en vélo, c'est pas toujours évident. Donc il y a la possibilité de louer un petit espace de stockage pour 10 € par mois, voilà, qui permet de laisser son projet ici et de le retrouver la fois d'après. Au fond là-bas, on a du stock de matériaux. Il y a un espace qui a déjà été utilisé, qui est à nouveau du stockage, mais qui à terme doit devenir un espace de gros bricolage, où là aussi ce sera loué en fait. C'est pour accueillir des projets un peu volumineux, on va dire, et qui ne rentreraient pas ailleurs, qui ne seraient pas adaptés non plus dans des box. Et par exemple, ce qu'on a eu ici comme projet vachement sympa, c'est Ponchon, qui était venu ici pour assembler un robot de maraîchage, qu'il doit assembler ici. Et
par la même occasion, ils ont bénéficié de conseils et de l'aide des membres qui étaient là autour et qui ont adoré ce projet et qui leur ont filé un coup de main. Voilà, on va avancer vers Mekaïvi maintenant. Bonjour. Voilà, alors Mekaïvi, voilà, ce qui je trouve fait un peu quand même une des spécificités de l'Electrolab, c'est que voilà, ce genre les machines dont on dispose ici, on les trouve moins couramment dans d'autres makerspace ou hackerspace. Donc ici, on a des machines, dit rapidement, pour usiner des métaux, donc des tours fraiseuses en conventionnel ou numérique. Voilà. Et là aussi, énormément de choses. La plupart des machines sont de la récup ou de l'achat d'occasion, d'occasion, très très occasion. Voilà. Oui, voilà. Il y a des machines souvent qui viennent, il y en a plusieurs qui viennent d'entreprises qui renouvelaient par exemple leur parc matériel, et plutôt que de voir leurs machines vendues au prix du métal et jetées à la benne, trouver ça plus intéressant de nous donner ou vraiment de nous vendre à des prix très très bas, et que ces machines aient une seconde vie. Et donc on se retrouve avec de magnifiques machines. Perceuse fraiseuse, rectifieuse cylindrique. Ici, tu peux bien tourner toi? Ouais, voilà. Ici, fraiseuse conventionnelle, rectifieuse plane, poste à souder, poste à soudure par contact, une petite, comment s'appelle déjà cette chose? Une cisaille, presse 50 tonnes, voilà, c'est le genre de matériel qu'on trouve ici. Et ici, nous avons des tours à commande numérique, très gros tour à commande numérique. Ici, tour conventionnel des années 80, 90, je ne sais plus, tour conventionnel des années 50. Ces choses-là sont increvables. Voilà. Ma préférée, c'est la du four. Ici, découpeuse laser. Et ici, une fraiseuse conventionnelle du four. Voilà. Et une fraiseuse numérique en maintenance. Alors ça fait partie de... Voilà. C'est un des aspects aussi à l'Electrolab. Donc on est en mode associatif, on a un hackerspace, on n'est pas une société de prestation de services. Donc voilà, avec les revenus qu'on a et puis la philosophie qu'on a, ce sont les membres qui font en sorte que les machines soient opérationnelles ou pas en fait. Si personne s'en occupe, il n'y a pas quelqu'un qui va venir réparer, et c'est aux membres de faire et également de maintenir ce parc en état de marche. Et voilà, et ça se passe vachement bien. Et c'est une occasion aussi d'apprendre en fait. Entretenir les machines, c'est aussi une occasion d'apprendre. Et voilà, et là, on en parlait tout à l'heure, c'est l'espace fonderie. Je ne sais plus si on en parlait tout à l'heure, peu importe. Là, c'est un peu la même histoire que la couture en fait. On n'avait pas prévu au départ d'avoir de fonderie à l'Electrolab. Et puis un jour, il y a Tom et Jordi qui sont arrivés et qui ont lancé cette activité. Ils ont commencé à faire ça sur le parking, même en hiver, dans le froid et la pluie. Et puis comme ils étaient motivés et qu'ils sont restés là, au fur et à mesure, on s'est dit on change les plans, on leur fait un espace et ils vont pouvoir s'installer. Et puis voilà, les travaux, alors l'espace existe depuis longtemps, on a refait les travaux dedans pour intégrer de l'aspiration et voilà, y avoir du rangement un peu plus opérationnel, c'est encore en cours. Et puis ça cohabite aussi avec tout l'aspect soudure. Soudure à l'arc, au TIG, au MIG. Voilà. Ah, MIG on n'a pas, par contre on a TIG baguette. Parce que on a un poste qui fait TIG, donc qui fait baguette. On fait évidemment aussi à la flamme, classique, quoi. Une question sur quel type de fonderie? C'est fonderie principalement, on a des fours électriques. Ouais. On va dire ceux qui sont vraiment... Ceux qui sont plus proches d'être fonctionnels, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de four fonctionnel, parce que on est en train de refaire la zone. Là on voyait il y a un bac à sable qui est en train d'être fabriqué, on va mettre un gros four électrique par là. Principalement, vu qu'on a un électrique plutôt aluminium, bronze, aluminium, les métaux qui ont des points de fusion assez bas. Et bon, il y a déjà eu des manipulations, expérimentations sur la fonderie au combustible pour faire de l'acier. Alors je ne me souviens plus du détail, mais c'était pas assez compliqué. On n'a pas vraiment le matériel pour faire les métaux avec des points de fusion un peu élevés.
Même si, bon, il y a toujours des membres qui ont des projets, genre par exemple avec des résistances carbure de silicium, pardon, pour pouvoir avoir des choses un peu plus résistantes que les résistances au standard. Bon, c'est en cours, c'est pour l'instant l'expérimentation du projet et bon, on n'est pas encore à la réalisation de ces choses-là. Pour l'instant, on fait surtout fonderie aluminium avec moule au sable, hein, donc soit alors cire perdu, je sais pas si on en fait. Par contre, PLA perdu, ça c'est déjà fait. Donc on fait la pièce en impression 3D, on la met dans le sable, puis on met le métal qui fait fondre le PLA. Bon, là, il y a quelques exemples. Alors, par contre, je ne saurais pas trop dire quelle technique exactement a été faite. Puis sinon, avec des modèles faits soit en balsa, soit en bois. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Pour l'instant, les volumes sont généralement moulage sable avec des... leurs coquilles, je ne sais pas trop dire, mais avec des cadres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi... Ah, ils sont là, ils sont dessus. Hop là, on voit les cadres. Et moulage sable, je crois pas qu'on ait utilisé autre chose comme type de moule au lab. Non, mais il y a un membre qui travaille sur une imprimante justement une imprimante 3D C'est le côté qu'on voit de là-bas, ouais. Ouais, allez, on va montrer ça. Qui est un prototype qui était dans une entreprise et Pas dans une école Hein Pas dans une école dans une C'est une école. école d'architecture, ouais. Et puis ils sont arrivés au bout du truc, ils la donnaient, donc on l'a récupéré. Et donc là aussi, on va pouvoir expérimenter une autre approche en fait pour la fonderie. Donc ça permet de faire des petits moules en sable dans ce genre-là. Et bon, la machine est grosse, mais en fait la surface d'impression est très petite. C'est un truc expérimental, hein, donc ils ont pris un châssis standard de machine industrielle et puis ils ont mis ce qu'ils avaient besoin dedans. Et en fait, c'était un petit peu surdimensionné. Voilà, ici une sableuse. Alors on a une buanderie également, avec là aussi de la récup dans une école également, avec une belle machine à laver 15 kg et un sèche-linge. Je crois que c'est dans un centre social la machine. Centre social, oui. Non, c'était dans une école. Ah bon, ok. Autant pour moi. Et donc du coup, à l'origine c'est pour laver les bleus de travail, les torchons, des choses comme ça. Mais bon, en vrai, les membres aussi viennent faire ici leur linge. Parce qu'une machine 15 kg typiquement pour faire des couettes et tout, c'est bien pratique. Et puis repartir avec son linge déjà sec, c'est aussi super pratique. Comme ça, on peut faire sa lessive pendant qu'on vient travailler sur ses projets au lab. C'est ça, ou l'inverse, faire son projet. Oui, on peut le voir comme ça. Voilà. Alors un dernier espace, donc là c'est ce qu'on appelle la cathédrale, parce qu'ici il y a une vraie hauteur sous plafond, ce qui n'est pas le cas dans le reste du lab et qui pose de gros problèmes d'aménagement. Mais voilà, ici on respire un peu et il y a beaucoup de stockage pour les travaux, mais pas que, il y a aussi du stockage typiquement de matos pour des events ou autres. Et dans l'idée, on aimerait bien aussi à terme que ça puisse être pour des projets une nouvelle fois un peu plus volumineux que ce qu'on a à l'heure actuellement, que les membres puissent faire du stockage sur palette qu'on rangerait ici et voilà, avoir une plus grande diversité encore de projets qui se font là. Et là, donc, on a ici à panneau. Ça, c'est une des dernières grosses récup qu'on a eues. Et ce qui est un outil formidable qui change complètement la donne quand on veut travailler du bois et des planches. Pas que d'ailleurs, même du placo-plâtre. Ça nous rend de grands services pour les travaux qu'on fait à l'heure actuelle. Voilà, ça, c'est juste une machine formidable et un super jouet. Et voilà, qui est rentré tout juste quand on l'a rentré dans le lab, mais c'est passé. Ouais, alors c'est bien ce que Zenos répond au fur et à mesure. Il y a une question sur la ventilation et comment est-ce qu'on gère l'aération. Et comme on dit, on a des grosses ventilations et il y a des extractions dédiées. Sur celle-là, alors est-ce qu'on va le voir avec l'écran, je pense. Alors voilà, le gros machin bleu là, c'est l'aspirateur qui va avec les filtres et tout, qui permet d'aspirer autant que possible ce qui se passe ici. Alors ça fuit un peu, mais bon, particules de bois, il ne reste pas beaucoup qui sortent, donc ça va. Plutôt pas mal. Mais c'est une bonne question. C'est typiquement, il y avait les zones bois dans des lieux comme l'Electrolab, c'est assez courant. Et c'est justement une des problématiques qu'on avait parce que c'est la seule destination qui était possible, c'était plutôt plus vers le centre du lab. Et la zone a pas pu voir le jour pendant longtemps à cause de ces problématiques de ventilation, d'aspiration des poussières. Donc on a trouvé des solutions, il faut encore les mettre en œuvre, mais voilà, on y vient petit à petit pour une vraie zone bois
ici. Alors ce ne sera pas une zone bois avec... il faudra qu'on voit sur la partie équipement, parce qu'il y a, il y a évidemment des questions de sécurité dans un lieu comme l'Electrolab. C'est même la principale limite, peut-être une des seules limites à ce que les gens peuvent faire en fait. L'idée c'est qu'il ne faut pas se mettre soi-même en danger ou les autres en danger quand on vient faire des projets à l'Electrolab. Et donc voilà, on n'a pas envie typiquement dans une zone bois, alors qu'on n'a pas forcément un encadrement qui est dédié et spécialisé à ce genre de domaine. Ben voilà, on n'a pas envie que les membres perdent des doigts régulièrement. On ne veut pas d'accident et on s'en sort vachement bien parce que en 10 ans d'existence, on n'a eu que des accidents très très mineurs. Donc voilà, la sécurité est essentielle, ça marche bien et voilà, c'est la seule limite. Après, les gens sont libres de s'amuser et de faire tout ce qui leur passe par la tête. Et nous, au CA, on se démerde pour gérer quand ça commence à mal se passer, mais ça, c'est notre rôle, quoi. On retourne à l'accueil pour conclure cette visite. Le petit raccourci. Ben voilà, vous avez vu tout le tour. Alors en mode rapide, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut ajouter que l'Electrolab est fabrique numérique territoire. Depuis 2019, on a été labellisé, on a eu le label là-dessus. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur internet, fabrique numérique de territoire. L'idée derrière, c'est l'État, l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, a financé des lieux comme l'Electrolab pour leur permettre le modèle est fragile, donc pour les aider à développer effectivement quelque chose de périn. C'est pas évident, il faut bien le dire, donc cette aide a été quand même bien utile. Concrètement, ça donne quoi pour nous? Ça nous permet de financer tous les travaux nécessaires pour devenir ERP. Donc on parlait tout à l'heure par exemple de ventilation, mais il y a plein d'autres choses, les normes feu, les normes électriques, enfin tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pardon, j'ai un petit trou. Oui, on est aussi un lieu ressource en fait. Alors, on l'a toujours été historiquement à l'Electrolab, mais là, on a cette reconnaissance officielle et ce label officiel qui fait de nous un lieu ressource pour d'autres lieux qui voudraient se monter. Donc, si vous connaissez des gens qui s'investissent dans des tiers-lieux comme nous et qui ont envie de discuter et de poser des questions, et on a 10 ans d'expérience, donc on connaît beaucoup de choses pour tout ce qui concerne les normes, le modèle économique, comment on gère une communauté, etc. Bon, bref, n'hésitez pas à les envoyer vers nous. Et puis il y a un dernier volet aussi, donc c'est ce qu'on développe à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est médiation numérique à l'Electrolab. Aujourd'hui, alors on le fait énormément un partenariat avec une société qui s'appelle Pouvoir Faire, donc qui est résident à l'Electrolab, c'est Laurent Issard, dont le métier est de faire de la formation numérique. Et avec leur aide et avec les salariés d'Electrolab, on crée du contenu, on est en train de créer du contenu de formation. Et ça s'est par exemple traduit par un partenariat. Alors on en est à l'étape proof of concept, on va dire, où l'idée c'est que des bénéficiaires de Pôle emploi viennent à l'Electrolab, donc pour suivre des cours sur l'usage d'un PC, naviguer sur internet, les mails, les choses comme ça, mais où on va apporter nous la touche tiers-lieu de fabrication avec par exemple dans le cursus, en fin de cursus, je vais apprendre aussi à l'impression 3D par exemple. Et l'apprentissage de l'ordinateur, que ce soit pas uniquement apprendre du traitement de texte et à faire un CV, mais aussi un côté ludique et pratique et qui ouvre beaucoup comme l'impression 3D ou la découpe laser, qui sont des domaines assez accessibles pour les gens. Et puis aussi, il y a un aspect de faire quelque chose d'un peu stimulant, c'est ça. pour montrer vraiment un lieu technique, quoi. Pour pas rester juste à faire des formations à des gens dans des bureaux un peu fades.
Ouais, parce que voilà, ça fait partie effectivement de l'ADN du lab. Donc je pense que vous l'avez compris, mais il y a toute cette logique d'apprentissage, elle est tournée sur l'apprentissage par le faire, autant que possible. Et voilà, il y a un côté fun dans tout ça, et on pense nous que c'est essentiel, voilà, pour apprendre en s'amusant. Il y a rien de mieux en fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, à ce niveau-là. Si vous voulez une visite plus dense encore, ou enfin voilà, venir nous voir, on a les visites le mardi soir à 20h. Alors c'est sur inscription, il suffit d'écrire à contact@electrolab.fr et voilà, on va passer nous dire bonjour. Si vous avez d'autres questions sur le lab, toujours pareil, le même mail. On a un site internet évidemment, electrolab.fr, où on dit beaucoup de choses, si ça vous intéresse de creuser un peu avec plus de temps. On est sur Twitter, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Twitch, donc vous connaissez, on est aussi sur YouTube. Et puis on a un forum. Il y a des gens, alors un forum qui est ouvert à tout le monde, membres et pas membres, et où là aussi ça discute de projets et de tout un tas de choses. Vous êtes bien entendu les bienvenus pour nous rejoindre là-bas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, merci de votre attention. On va laisser la parole à Christophe maintenant, c'est ça ?